La presse étrangère repasse en revue les premiers pas, premiers jours du gouvernement Valls. Le Premier ministre qui, en cette fin de semaine, recevait les partenaires sociaux. Ils ont parlé pacte de compétitivité, devenu le pacte de solidarité. Visiblement, c'est pas tout à fait gagné. Écoutez. Il y a un nouveau Premier ministre, c'est bien, il a une majorité, c'est bon. Voilà, on a un interlocuteur, et c'était la première des choses que l'on souhaitait. Je salue le discours du Premier ministre. Je crois que c'est un bon discours. C'est un plaidoyer pour l'entreprise. Sur ce domaine des économies, tout nous inquiète. Qu'est-ce qu'on dit sur les actionnaires? Qu'est-ce qu'on dit sur le coût du capital? Qu'est-ce qu'on dit pour solidifier le service public? Rien. Satisfecit, Alberto, du patronat, on l'a entendu. Grosse inquiétude à la sortie du bureau du Premier ministre des syndicats. Mais l'inquiétude vient de l'existence des problèmes. Effectivement, le problème de la dépense publique en France existe. Et effectivement, il y a des choix à faire par rapport au service public. Le problème des syndicats français est qu'ils sont très forts dans le secteur public et même très faibles dans tout le reste de l'activité économique nationale. Donc, c'est des syndicats de service public qui ont un seul but, un seul cap, de défendre les intérêts parfois corporatistes du service public. Et dans ce contexte où il y a une capacité de dialogue réel, avec la capacité de regarder loin entre gouvernement et syndicats, où le clash sera inévitable. Sans tout lâcher, vous le disiez pendant le journal, en Italie, parce que je vous posais cette question. Non, mais en Italie, il y a des vrais syndicats. Il y a des syndicats enracinés dans l'industrie, dans tous les secteurs de la production. La CGIL, la CISL, l'UIL, les grands syndicats italiens sont enracinés dans la réalité sociale du pays, beaucoup plus de ceux qui sont les syndicats français, qui sont l'expression, surtout d'un secteur précis, qui est les services publics. Tout ce qu'il y a en relation à l'État autrefois entrepreneur lui-même, aujourd'hui l'État gestionnaire. C'est une chose qui m'a toujours fascinée en France, c'est qu'il n'y a que 8% de syndiqués en France, et pourtant les syndicats sont assez puissants, en tout cas à certains moments. En Norvège, je pense qu'on n'est pas loin de 80%. Souvent au moment des réformes, d'ailleurs. 80% en Norvège. 80%, oui. La représentation syndicale. Voilà, donc c'est autre chose. Et c'est comme disait Alberto, ça compte vraiment. Mais par contre, ce que bon, là, effectivement, ça s'est pas trop bien passé, apparemment. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup depuis 2 ans, c'est qu'au moins, on essaye de créer ce dialogue qui, dans les pays nordiques, est tout à fait naturel, c'est-à-dire que les syndicats, le patronat et le gouvernement, les négociations tripartites, ça part. Comme ça s'est fait il y a quelques années en Allemagne. Eric et Mustapha, bien évidemment, ce virage à droite ou ce plat tendu, c'est plus qu'un plat, c'est un festin au patronat de la part de Manuel Valls. C'est quoi? Ce sont les premières piques, les premières attaques, ou comme le disait si justement Vibeke ou Alberto, les syndicats, avec un nouveau Premier ministre, essayent de se faire entendre? Moi, je crois qu'il y a 2 choses. Le sourire des patronats est assez justifié parce qu'en 2012, il y avait plutôt un discours ambiant qui visait les entreprises et qui était accusatoire à l'égard des entreprises. Aujourd'hui, la compréhension de l'économie a totalement changé et on considère que les entreprises seront des acteurs du redémarrage de l'économie française. Donc, on comprend qu'aujourd'hui... C'est ce qu'a mis en avant d'ailleurs le président Hollande depuis quelques mois. Exactement. Oui, en cela, il n'y a rien de réellement nouveau. Ça fait partie du pacte de compétitivité. C'est ce qui a été annoncé le 14 janvier dernier. Ça va être la diminution du coût du travail. Peut-être pour faire plaisir, justement. Et du côté des syndicats, eh bien, il y a de toute façon une inquiétude qui vient parce qu'on sait bien que des comptes publics, pour le rétablissement des comptes publics, une tâche à laquelle on va s'attaquer. On va passer à un moment ou à un autre. À partir du moment où on ne passera plus par les impôts, on va passer par les réductions des dépenses publiques. Et donc, on va s'attaquer au secteur public. Et là, j'en reviens à ce que disait Alberto. On va forcément, à un moment ou à un autre, s'attaquer effectivement à des bastions où les syndicats sont très forts. On ressortira peut-être l'expression, mais plus générale cette fois, il faut dégraisser le mammouth. Mais on ne s'adressera pas qu'à l'éducation nationale. Mustapha? Moi, je crois qu'à partir du moment où Manuel Valls a déclaré lors de son discours de politique générale qu'il va inscrire son action dans le cadre de ce fameux pacte de compétitivité tracé par François Hollande, il ne peut pas faire autrement. Le patronat, on a vu quelques réactions, même s'ils ont applaudi, ils se méfient d'une gauche qui parle le langage de la droite.
Et ça, on le sent dans leur attitude. À l'égard des syndicats, les Ça syndicats... faire avoir un adversaire bien défini plutôt qu'un spectre qu'on n'arrive pas à attraper. Voilà. Et puis les syndicats aussi, les syndicats, à partir du moment où le but de ce pacte de compétitivité, c'est d'arriver à un pactole, à une économie de 50 milliards, les syndicats savent très bien que ça va se faire au détriment du financement des services publics, au détriment d'un certain nombre de dépenses publiques qui vont forcément les toucher. Donc Manuel Valls a beaucoup de gens à convaincre, y compris dans sa propre majorité. Alors Manuel Valls qui a... Si je peux dire seulement un mot, moi je ne dirais pas que la gauche parle le langage de la droite, quand même, à mon avis personnel. Je crois que le langage de Manuel Valls à l'Assemblée nationale a été le langage de la réalité. Du réalisme, Le langage vous disiez. des problèmes qui existent. Et 2 plus 2 fait 4 à gauche comme à droite. Enfin, je crois que l'effort est celui-là. La France a besoin de dialogue social. Et Manuel Valls, visiblement, essayera de créer ce dialogue social qui a échoué dans le gouvernement de droite comme dans le gouvernement de gauche. Et on verra s'il gagne ce pari, mais je crois que ce pari mérite d'être joué. Alors, Manuel Valls aura besoin de tout le monde, il aura besoin d'un président de la République, puisque, on l'a vu cette semaine, François Hollande a quand même repris les rênes, on va dire, de la fonction et du pouvoir. Alors, il y a eu une victime collatérale, effectivement, bien que le poste trouvé pour pouvoir lui donner un avenir politique n'est pas si mal. Je veux parler d'Harlem Désir, le PS vilipendé notamment par la gauche pendant les 2 premières années du quinquennat de François Hollande. Dixit, donc, Harlem Désir. Restent maintenant les réactions. On commence par l'UMP et on poursuivra, vous allez le voir, par le PS. C'est pas moins tendre. On apprend au passage que M. Hollande et M. Valls considèrent que le gouvernement est un placard doré, une sorte de placard doré pour les apparatchiks socialistes en échec. C'est quand même un curieux message envoyé aux Européens, c'est-à-dire on prend le loser et on l'envoie à Bruxelles. Il y a une propension, hélas, en France, à considérer que l'Europe, les institutions européennes, c'est une sorte de grand dépotoir où on met tous les bras cassés de la vie politique intérieure française. Moi je souhaite que les militants, parce qu'on est un parti démocratique, puissent avoir leur mot à dire. C'est quand même une lourde défaite qu'on a subie. On ne va pas faire le coup d'État permanent, où on décide ailleurs que dans le PS de ce qui doit être notre fonctionnement, nos orientations et nos dirigeants. Un parti, ça se discute, il n'y a pas de remaniement venu du ciel, ni du pape, ni de la lune. Ni du pape, ni de la lune. Je me tourne vers l'italien d'un service. Particulier quand même, cette nomination. Et puis on reviendra sur ce que disait Lelouch. Ça, c'est très intéressant, alors qu'on a plus que jamais en France besoin de l'Europe. Surtout parce que même Lelouch est ex-ministre des Affaires européennes. C'est aussi pour ça. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voyez de bizarre? Le secrétaire du parti qui a gagné les élections a été promu au gouvernement, non? Les socialistes ont gagné les élections municipales. Oui. Donc il était normal que le secrétaire du... Il me manque un truc. Regardez, continuez, je regarde mes fiches, mais il me semble qu'il y a un problème. Mais allez-y. La chose est tellement bizarre que, sincèrement, là c'est le premier couac. Voilà. Ah, vous voyez, Alberto, il y en a. C'est le premier couac. Il y en a. Il y a l'impression installée depuis la nomination d'Harlem Désir qu'il y a une prime à l'incompétence. C'est parce qu'il a été incompétent. On se rappelle de l'affaire Leonarda où il a contredit ouvertement le président de la République, François Hollande. Donc une prime à l'incompétence. Parce qu'il a échoué, on le met aux européennes. Le premier couac, c'est une première erreur de casting. Notamment, on est à la veille d'élections européennes et que normalement... Lui-même d'ailleurs qui est candidat ou qui était candidat parce qu'il ne peut plus l'être. Et normalement, Manuel Valls doit compter sur ces élections européennes pour un petit peu rééquilibrer la claque que les socialistes ont reçue pendant les municipales. Avec l'histoire d'Harlem Désir, j'ai bien peur que la machine à couac, pour lui parler de logiciel à couac, la machine à couac a déjà commencé. Elle va avoir beaucoup de sons, de cloches contradictoires qu'il va falloir gérer pour Manuel Valls. Sans compter, comme je le disais, effectivement, au sein même, Éric, du PS, les dents sont dures. Oui, c'est un recasage qui, en termes de communication, est vraiment pas terrible. Moi, par contre, sur le fond, c'est-à-dire sur la gestion des affaires européennes, j'ai aucun souci parce que on va avoir Jean-Pierre Jouyet qui devient secrétaire général de l'Élysée, qui connaît par cœur, qui est lui-même ancien ministre de Nicolas Sarkozy des affaires européennes. Il y a Laurent Fabius au Quai d'Orsay qui suit très bien ces affaires européennes. Donc j'ai aucun souci sur la façon dont on va effectivement gérer les affaires européennes. Et Harlem Désir, il aura un
petit rôle. Effectivement, on l'a recasé là. C'est d'un point de vue en affichage une erreur, mais sur le fond, sur la politique, ça ne changera pas grand-chose, au contraire. Vibeke, je sais que dans vos pays, vous n'aimez pas en général le fait du prince ou le choix du roi. D'une part, et puis je vous rappelle qu'on n'est pas dans l'Union européenne. Donc nous, on regarde ça de l'extérieur, n'est-ce pas? Et alors, ce regard du jeu de Bonneto? Non, mais j'allais dire que peut-être que c'est pour créer un désir d'Europe. Puisque, alors attendez, on va l'envoyer directement à Solferino. Puisque les Français, n'est-ce pas, disent très souvent qu'ils ne croient plus en l'Europe, qu'ils n'ont pas confiance, qu'ils se sentent dirigés par Bruxelles comme une espèce d'entité... Une nébuleuse qui fait peur. Oui, une nébuleuse qui fait peur, effectivement. Là-dedans, il faut quand même bien voir aussi, et la droite l'a pointé du doigt, et je pense qu'elle a eu raison là-dessus, c'est qu'Harlem Désir était parlementaire européen pendant 2 mandats, et il a été l'un des plus mauvais, un des cancres absolus en termes de représentation, de présence au Parlement. Donc c'est vrai que l'affichage de ce côté-là est très mauvais. On ne peut pas dire qu'on envoie quelqu'un qui aime l'Europe quand on sait qu'en fait, il n'a quasiment jamais mis les pieds. Éric a raison. C'est un manque de courage politique d'avoir Alberto recasé Harlem Désir plutôt que simplement, et comme le disait Moustapha, après 2 ans d'échec, où il n'a absolument pas soutenu ni le gouvernement ni le président, le mettant même parfois en difficulté, on le remet quand même à un poste de secrétaire d'État. C'est quand même la République. Évidemment, c'est une peau de banane sur laquelle ils sont en train de glisser. Ça, c'est un choix de Hollande et pas de Valls. C'est clair que ce n'est pas un choix d'Emmanuel Valls. Je crois qu'ils auraient dû avoir le courage d'ouvrir le débat, parce que pragmatisme ne signifie pas absence de débat. Une chose est le gouvernement, une chose est les partis. Là, il avait la nécessité d'ouvrir un vrai débat dans le Parti socialiste, dans la perspective des Européennes, et de laisser tranquillement Manuel Valls gérer les affaires du gouvernement. Ça aurait été un acte de courage. Ce qu'ils ont fait n'est pas un acte de courage. Précipitation d'ailleurs pour la nomination du Premier ministre, précipitation aussi pour la désignation au PS. François Hollande a pris la mesure de l'échec, très vite, trop vite peut-être, je ne sais pas. Trop vite et dans la précipitation, justement, on a l'impression, avec l'histoire de Harlem Désir, on a l'impression que ce gouvernement reflète un petit peu les grands courants qui travaillent le Parti Socialiste, alors que normalement, ça devrait être autre chose que ça. Et il y a aussi un événement intéressant qui s'est passé dans le gouvernement de Hollande et on l'a pas suffisamment souligné, la presse ne l'a pas suffisamment souligné, c'est Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui récupère le commerce extérieur. Une première dans la Ve République, et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est une autre manière de voir la diplomatie et l'économie à l'international. Merci beaucoup à tous les 4, merci à vous de nous regarder. On parlera, la semaine prochaine peut-être de l'UMP, intervention de Patrick Devedjian en fin de semaine qui demande un nouveau vote, de nouvelles élections, un nouveau président. Décidément, l'UMP, même après la victoire, continue dans ses petits travers. Excellent week-end à toutes et à tous.